asiatiques, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, mais aussi Singapour, mais aussi il y a des pays africains qui ont expérimenté cette rapide croissance comme les Seychelles, l'île Maurice, le Botswana, en axant leur histoire économique sur la croissance des facteurs de production, c'est-à-dire comment aller vers une transformation structurelle, améliorer l'économie, augmenter la croissance et la redistribuer de manière équitable au sein de la population. Mais comme vous le savez, nos deux pays, la Russie et le Mali, ont une ouverture commerciale assez importante. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des pays dont l'économie dépend du commerce extérieur. Si vous prenez le produit intérieur brut du Mali, c'est-à-dire l'activité économique de notre pays, 60% dépend de nos importations, les biens et les services que nous achetons à l'extérieur, et des exportations, les biens et les services que nous vendons à l'extérieur. De même pour la Russie, qui quand même est l'un des pays les plus développés au monde, faisant partie des plus grandes économies. Ce facteur est de 50% à peu près. La moitié du PIB russe dépend du commerce extérieur. Maintenant, il s'agit d'utiliser le commerce et les investissements comme catalyseur pour une croissance économique durable, mais évidemment la taille du marché est importante, de même que la structure et l'orientation de la politique économique. Et vous savez, en matière de politique économique, la politique commerciale joue un rôle très important. Vous avez beaucoup entendu parler du produit intérieur brut, le PIB, qui est la richesse nationale, parce que c'est la valeur des biens et des services produits dans un pays pendant une année. Lorsque vous prenez nos différents pays, et vous avez la consommation des ménages, vous avez les investissements, vous avez les dépenses publiques, et ensuite vous avez les exportations moins les importations. Donc l'idée, c'est que ce sont les exportations qui enrichissent les pays. Et les importations, je ne veux pas dire que ça appauvrit les pays, mais il faudra quand même que ces importations aient un lien avec l'économie, que ce ne soit pas juste de l'importation pour la consommation. Si ça peut raffermir le tissu social, si ça peut aider davantage à avoir davantage de croissance durable et forte, cela est une très bonne chose. Maintenant, j'avais deux graphiques, mais je vais parler très rapidement du commerce extérieur du Mali. Vous savez, les exportations du Mali ont atteint presque 2000 milliards de francs CFA en 2024. Et notre budget général, le budget, c'est-à-dire les dépenses budgétaires de notre pays en 2025, se chiffre à 3230 milliards. Mais par contre, nos importations, ce que nous achetons comme biens et services à l'extérieur, c'est 3700 milliards. Donc vous voyez que nous avons un compte commercial déficitaire. Mais par contre, la Russie a un compte commercial excédentaire. Mais ce qui peut être intéressant, c'est quand même le fait que par rapport aux biens exportés pour le Mali d'abord, nous avons le coton qui prend une place prépondérante, mais c'est surtout l'or qui a détrôné tous les autres produits. Près de 90% de ce que nous vendons à l'extérieur provient de l'or. Et évidemment, comme vous le savez tous, nous allons être le premier producteur de lithium d'Afrique cette année, en 2025, Inch'Allah. Mais ensuite, vous avez le bétail, les fruits et légumes et les engrais que nous exportons. Mais par contre, parmi les biens que nous importons, vous avez des produits pétroliers. Les produits pétroliers constituent notre premier poste d'importation. Plus de 1000 milliards, en tout cas ceux qui passent par le cordon douanier, j'imagine que c'est beaucoup plus que cela, plus de 1000 milliards de francs CFA que nous achetons de l'extérieur chaque année. Et vous savez que la Russie est quand même l'un des plus grands producteurs et exportateurs, et probablement le premier exportateur de produits pétroliers au monde. 33% de tout ce que nous achetons à l'extérieur au Mali, ce sont des produits pétroliers. Nous n'en produisons pas une goutte. Donc c'est un facteur de production assez important et il est important de vraiment de sécuriser la source d'importation. Et aussi, vous savez que le pétrole et les produits pétroliers ont un rôle
prééminent dans l'inflation, c'est-à-dire la hausse généralisée des prix des biens et des services. Quand le prix du pétrole augmente, tout augmente. Le transport augmente, l'alimentation augmente, l'habitation augmente. Donc, vous voyez, il faut bien maîtriser ce poste. Maintenant, par rapport aux biens importés, nous avons, comme je l'ai dit, les produits pétroliers, mais aussi vous avez les machines et les équipements, essentiellement pour les mines, mais aussi pour les bâtiments et les travaux publics. Et aussi, nous avons les matériaux de construction que nous importons beaucoup, de même que des produits alimentaires. C'est un poste très important. Nous sommes une puissance céréalière, mais comme nous ne transformons rien, nous importons énormément de denrées alimentaires, mais c'est un problème africain. Un tiers des denrées alimentaires consommées en Afrique est importé. L'Afrique importe un tiers de tout ce qu'elle consomme comme denrées alimentaires, alors que nous avons 65% des terres arabes. Et je suggère quand même pour le blé, la Russie qui quand même dispose de 17% des parts mondiales de production de blé. Nous avons des plaines ici qui sont propices à cela et nous faisons partie de plusieurs ensembles d'intégration économique. Donc je pense que tout cela constitue des opportunités d'affaires. Maintenant, nous pouvons aussi parler des produits chimiques et surtout des intrants. Vous savez, nous sommes essentiellement le Mali, un pays agro-silvo-pastoral. Et les intrants jouent un rôle important dans l'agriculture. Et évidemment, tous ces produits sont importés aussi. Et donc, comme nous sommes deuxième producteur de céréales en Afrique de l'Ouest, mais nous sommes quatrième producteur de riz en Afrique, je pense que nous pouvons quand même améliorer la productivité et la compétitivité de notre économie. Il s'agit juste de raffermir ce partenariat avec la Russie, parce qu'il ne s'agit pas, lorsque vous commercez, lorsqu'il y a des liens politiques forts, cela se raffermit par des liens commerciaux, mais à condition que ce soit mutuellement avantageux. Ça ne doit pas être des contrats uniques, mais ce soit gagnant-gagnant, évidemment, que chacun y trouve son compte. Maintenant, je vais passer à quelques contraintes qui sont liées au commerce, parce que c'est bien d'avoir la volonté, vouloir c'est très important, mais entre le souhaitable et le réalisable, il faut bien faire le distinguo. Par exemple, nous sommes un pays enclavé, le transport joue un rôle très important dans le commerce international. Nous sommes un pays enclavé, un peu loin des côtes. Donc, comment améliorer ces réseaux de transport et de logistique? Et je pense que la Russie a des solutions pour cela. Comment aussi améliorer la facilitation du commerce? Il s'agit essentiellement d'améliorer les procédures, la réglementation, et évidemment de part et d'autre. Et je pense qu'il faut des commissions techniques. Les chambres de commerce sont là. Ce sont des hommes d'affaires du secteur privé qui sont là, qui vont se donner la main. C'est de lever les goulots d'étranglement, c'est-à-dire les barrières administratives. Et vous savez que cela entrave énormément le commerce. Et je pense aussi que les moyens de paiement et le financement aussi, l'accès au financement sont des choses très importantes. Mais je pense qu'avec la bonne volonté et avec de l'intelligence, des bonnes discussions de part et d'autre, parce que ce sont les États qui fixent la réglementation, et on voit bien que les deux États soutiennent leur secteur privé, et à travers cela, doit encourager des échanges de plus en plus entre nos deux pays. Donc il va falloir saisir ces opportunités. Je vous remercie. Merci. C'était la communication de M. Moulbomao Makalou, que je vous demande d'applaudir une fois de plus, mesdames, messieurs. Voilà. Maintenant, la deuxième personnalité qui va aussi nous présenter une brève communication, toujours en lien avec le thème l'augmentation des échanges commerciaux comme moteur de croissance de l'économie malienne est Honorable Ousseinou Ouattara. Il est économiste, docteur en économie et un ancien de l'Union soviétique et de la Russie. Mesdames, Messieurs, nous vous demandons de l'applaudir très chaleureusement pour sa communication.
Merci beaucoup. Ok, merci M. Dissa. Je remercie mon jeune frère et confrère, un éminent économiste, Dr Modibo Makalou, que je vous demande d'applaudir encore. Merci. Donc, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit. Moi, mon intervention sera axée sur certaines choses pratiques que j'ai eu à rencontrer dans ma vie. Je suis très content de la tenue de ce forum parce que c'est une lutte que j'ai amenée très longtemps, depuis les années 1995 jusqu'à mon retour au Mali. Et d'un côté, du côté des opérateurs russes et du côté des opérateurs maliens. Il faut qu'on se comprenne d'abord, il y a des choses qui diffèrent à partir de nos deux pays. D'un côté, la Russie, c'est un énorme pays qui fait à peu près 15 fois le territoire du Mali. Donc, les industries qui sont là-bas sont des industries très grandes. Moi, j'ai eu à travailler, par exemple, au combinat de viande où j'ai été le directeur commercial. On traitait 80 tonnes de viande par jour. Je ne sais pas si vous faites une idée. Donc, très souvent, quand les opérateurs maliens s'adressent à nous, par exemple, je vais donner deux exemples pour les hydrocarbures et pour les intrants. Celui qui veut du Mali, il appelle, il dit, M. Ouattara, est-ce que c'est possible d'avoir des partenaires? Nous voulons payer, par exemple, du pétrole, de l'essence, ainsi de suite. La première des choses qu'il va vous dire, le volume qu'il veut importer, il va vous dire ça en litres. Bon, les Russes ne comprennent pas ça. Parce que là-bas, la production est tellement grande que tout est chiffré en tonnes. Quelqu'un qui vend 300 000 tonnes, si vous venez dire que vous voulez payer 5 millions de litres, vous croyez que vous êtes très important, mais tel n'est pas le cas chez lui. Ou bien parlons des engrais. Un opérateur ici qui a par exemple 12 500 tonnes, un petit bateau, il croit que c'est très important. Moi, je le mets par exemple en contact avec un holding qui a 3 grandes usines. Ces 3 grandes usines produisent 15 000 tonnes d'engrais par jour. Donc, si vous voulez aller qu'ils vous reçoivent, vous comprenez que vous n'êtes pas leur priorité. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est quoi? Ce sont les instruments de paiement. Quand vous voulez coopérer directement avec les industries russes, soyez sûr que la première des choses, on va vous demander de faire des prépaiements, si c'est au niveau des usines. Mais rares sont les opérateurs maliens qui sont capables de s'exécuter sur ce plan. Cela se comprend. Je vais expliquer un peu, peut-être ça va prendre un peu de temps. Parce que ce que j'ai remarqué au Mali, nous manquons par exemple de banques d'investissement. Les opérateurs maliens, quand ils vont auprès de nos banques, pour avoir une lettre de crédit, c'est tout un problème. Et encore, j'ai remarqué que nos cadres ne maîtrisent même pas les conditions de délivrance et de réglementation de lettres de crédit. Si vous allez en Russie, n'importe quel homme d'affaires va vous dire directement ce que c'est que les règles usance et uniforme des lettres de crédit. Nous sommes à la version 600 actuellement, qui régisse les lettres de crédit. Pour les garanties bancaires, n'importe quel opérateur russe va vous dire ce que c'est que les règles disant de garanties bancaires. Nous sommes à la version 570 actuellement. Et prenons les termes de commerce, les incoterms. Les incoterms, les Russes les maîtrisent très bien, mais chez nous, nos opérateurs ne les maîtrisent pas du tout. Disons, pas tous. Voyons la structure des sociétés. Quand vous allez dans une société russe, vous trouverez qu'il y a des juristes qui travaillent là-bas, qui ont des contrats indéterminés là-bas. Il y a des comptables qui s'occupent des régimes, des comptables qui s'occupent des salaires,
ainsi de suite. Et vous avez des managers. Alors que beaucoup de nos opérateurs maliens ici, ce n'est pas que je les critique, mais il y a beaucoup de jeunes sur nous qui sont sans travail. Ils peuvent embaucher ces jeunes-là pour s'occuper de ces choses. Mais moi, je trouve que lui, il va par exemple en Russie, il va voir que son homologue là-bas a tout un building. C'est son office. Mais quand tu viens ici, tu vas trouver que le monsieur, peut-être il est avec son fils, un parent, et puis c'est tout. S'il a besoin d'un comptable, il va chercher. S'il a besoin d'un juriste, il va chercher. Je dis ça pourquoi? Ça, c'est les correspondances. Parce que quand vous voulez payer quelque chose, en Russie, on vous demande toujours de faire une lettre d'intention, ce qu'on appelle l'OE, Letter of Intent. Si vous vous mettez une semaine, 2 semaines pour répondre à ça, ça pose problème. Même quand vous envoyez ça, lui va vous faire une offre. Après l'offre, il faut que vous envoyez encore ce qu'on appelle un ICPO, c'est-à-dire Irrevocable Corporate Purchase Order. C'est une commande ferme. Pour avoir ça aussi, c'est un problème. Et quand vous envoyez ça, il vous envoie un Full Corporative Offer, un FCO. Et le prix qui est indiqué, il vous dit que c'est pour une semaine. Si dans la semaine-là, vous ne parvenez pas à mettre les instruments de paiement, vous revenez après 3 mois, 4 mois, et vous voulez encore traiter avec lui. Mais ça va l'énerver. Mais pourquoi tout ça? Parce qu'il y avait des mains derrière. Ces mains-là étaient là pourquoi? Pour pousser nos opérateurs à passer par des sociétés intermédiaires. Et ces sociétés intermédiaires-là appartenaient à qui? Ça appartenait soit aux Français, soit aux Anglais, soit qui avaient des sociétés en Russie. C'est eux qui étaient les intermédiaires. C'est eux qui pouvaient accepter, par exemple, nos lettres de crédit qui ne sont pas ouvrables à vie, mais qui ont des traites de 90 jours, 120 jours. Donc c'est eux qui peuvent accepter ça. Et ils nous vendent et ils attendent. Mais en Russie, ils ne peuvent pas le faire. Une usine, s'il vous vend quelque chose à l'extérieur, il a l'obligation dans les 3 mois de faire rapatrier la devise. Et souvent, nos hommes d'affaires ici s'étonnent qu'on les demande de faire rapatrier la devise. Mais là-bas, si vous ne le faites pas, vous êtes sanctionné directement. Donc, mon intervention surtout, c'est que quand vous voulez traiter, il faut voir d'abord avec qui vous devrez traiter. Est-ce que vos commandes-là peuvent faire que vous soyez un partenaire privilégié pour ces marchés? Parce que le marché russe est tel formé que les industries sont tous, comme je l'ai dit, de grandes industries. Les petites unités industrielles pour l'exportation vers l'Afrique sont rares. Ce n'est pas comme en Chine ou en Inde. Là-bas, il n'y a pas de problème. Le troisième problème, c'est quoi? C'est la distance. Si vous voulez commander, pour que ça soit rentable, profitable, il faut que la commande soit assez importante. Si vous voulez payer du blé et que vous demandez par exemple 2 conteneurs de 20 pieds, c'est sûr que le coût va se répercuter sur le prix. Mais les opérateurs qui sont là-bas, ils sont habitués à expédier des bateaux de 25 000 tonnes, 100 000 tonnes, et ainsi de suite. Et en parlant des bateaux, le second problème qui se posait pour les bateaux, maintenant je suis sûr que ce problème est presque résolu, c'était nos ports. Nos ports n'avaient pas assez de logistique pour décharger les bateaux. Parce que quand vous louez un bateau de 25 000 tonnes, nous on a eu l'expérience avec le port de Bénin. Le bateau vient et il ne pouvait décharger qu'entre 500 et 800 tonnes par jour. Pour un bateau de 25 000 tonnes, vous devrez attendre 1 mois à peu près. 1 mois. Il faut voir le charter time. Le charter time, ça fait $18 000 par jour. Donc tout ça va se répercuter sur le prix. Maintenant, heureusement que beaucoup de nos ports ont maintenant des logistiques conséquentes pour décharger. Et les grands bateaux aussi, certains de nos ports, le tirant d'eau est très faible. Ce qui fait que ce sont des bateaux de 12 000 tonnes, ou bien de 15 000 tonnes au maximum peuvent entrer. Donc tout ça sont des choses qui font que les Russes se tournent généralement vers les pays
qui sont capables de faire des prépaiements et ça les décharge. Et maintenant, ce sont ces pays-là qui viennent nous revendre les produits russes. C'est pourquoi, quand vous voyez les taux entre les pays africains et la Russie, les échanges commerciaux, le taux est très faible. C'est dû à ça seulement. Mais Dieu faisant les choses, je ne sais pas bien ou mal, avec les sanctions, les Russes ont compris maintenant que c'était mieux qu'ils aient un contact direct avec l'Afrique. C'est ça qui va nous permettre non seulement d'avoir les marchandises russes à bon prix, mais là aussi se pose le problème du transfert d'argent. Le transfert d'argent, c'est un problème. Moi, j'ai eu la même expérience en 2016. Quand j'ai voulu transférer une modique somme en Russie, on m'a fait retourner l'argent. Il y a un représentant, c'est pas quoi là, du Trésor français ou quoi là, la banque m'a mis en contact avec lui. Il m'a dit de produire des documents, comme quoi je ne vais pas payer de l'armement pour 11 millions de francs CFA. Je dis avec 11 millions, je vais payer des tanks ou quoi. J'ai fourni tous les contrats. On a fait un mois sans pouvoir faire ce transfert-là. Donc le partenaire qui est là-bas, il va se fâcher. Donc maintenant, ce qui nous préoccupe, c'est que d'un côté, le Russe rabaisse un peu le niveau par rapport à nous et que nous élevons un peu le niveau concernant les exigences pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce que c'est dans notre intérêt qu'on puisse travailler ensemble sans intermédiaires. Et vous voyez que ces intermédiaires-là causent des problèmes et aux Russes, causent des problèmes et aux Africains. Je vous remercie. Merci. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, pas du tout. Merci. Ousseynou Ouattara, que je vous demande d'applaudir une fois de plus, mesdames, messieurs, pour la qualité de son intervention. Donc, à présent, nous allons regagner Moscou. Et là-bas, maintenant, ils vont nous présenter les sociétés, les entreprises, alors qui aimeraient se présenter dans cette catégorie-là, dans cette table ronde-là déjà, qui porte, si vous avez compris, beaucoup plus sur le commerce, voilà, et les relations commerciales. Donc, Michael, vous avez l'antenne là-bas. Je pense que tout le monde est intéressé par ce qui est dit. Ces paroles qui, à la fin, étaient la vérité. Maintenant, on va passer à la présentation des opérateurs économiques russes. Première parole, je passe du montant canadien de Schlemeter, vice-représentant permanent de la République du Crimée et président de la Fédération russe. Rapport au sujet et la Crimée pour les accords maritimes sud de la Russie. Chers collègues, merci Mikhail, chers amis russes et maliens, au début de mon rapport, je voudrais remercier les organisateurs de cet événement pour me donner la possibilité de me prononcer. Et je voulais vous saluer de la part de la ville la plus maritime, parce que vous savez que la Crimée est entourée par la mer Noire et la mer d'Azov. C'est un lieu touristique le plus privilégié, avec 2,5 millions d'habitants. Nous avons l'année dernière reçu 9 millions de touristes. Notre public est intéressant non seulement par sa position, son climat, des anciennes années, c'était une classe de commerce importante. Malheureusement, on ne peut pas dire qu'on n'a pas beaucoup de commerce avec des Mali, mais on est plus proches les uns des autres.
puisqu'une partie des opérations du commerce passe par les ports d'Abidjan et Côte d'Ivoire, et la République du Bénin est le seul sujet de l'expédition de Russie a créé le conseil d'affaires de la Crimée et de l'Afrique. Et maintenant, malgré les grandes sections que notre République est exposée, on développe bien nos relations avec l'Afrique. Pourquoi j'ai appelé mon rapport la Crimée, c'est le port maritime sud de la Russie. La Crimée est la partie la plus forte de l'Afrique. Jusqu'à l'Égypte, c'est 4 jours et demi de marche de navire. C'est pourquoi nous proposons 7 ports maritimes, dont 3 sont à grande profondeur, c'est Sébastopol et le sud Kerch. Ces ports sont vraiment multiprofils parce que ils reçoivent des cargaisons de tout type. À Kerch, on mange à part de produits de la pêche, nous recevons des produits pétroliers. Kerch est presque au niveau du port de Saint-Pétersbourg. C'est un port à grande profondeur. Les engrais passent aussi par le site et c'est le deuxième terminal bus pour les produits pétroliers maritimes grâce au chemin de fer qui est arrivé. Et le port de Sébastopol qui est multiformat, qui est aussi le plus important pour les engrais. Pour les engrais qui arrivent de la Crimée et de beaucoup de territoires sur le territoire de Crimée et en Sébastopol, il y a l'origine de libre commerce jusqu'à 2030. Ça donne des allégements douaniers et on a aussi des préférences pour les participants de la zone de commerce et lors de la lancement des entreprises en Crimée, il y a encore un échange qui est très intéressant, c'est la possibilité de localiser ces productions sur 2 parcs industriels. Un en fait de Théodosie, промышленные сварочные оборудование, в частности, используется на судоделе, в арке. Емкости прямо там, на берегу. Дальше вы хотели предложить Le aussi sujet des produits élémentaires qui une nuance intéressante dans le cadre de notre conseil d'affaires Crimée-Afrique. Beaucoup de participants africains sont intéressés à établir les liens avec les entreprises de Biélorussie. Comme vous connaissez, on a, dans le cadre de l'Union économique Russie-Biélorussie, l'État réuni et nous établit les liaisons et renforce les liaisons
pourquoi si mon collègue de l'Afrique sont intéressés avec la coopération avec la Crimée et la création des sociétés mixtes au travail dans les zones industrielles, parcs industriels. Sera heureux à répondre à vos questions. Je vais laisser aux ordinateurs mon contact. On serait heureux de la coopération. Спасибо, большое за представление экономических и логистических возможностей. C'est très présentation avec beaucoup de nous apportant des commerciales de la Crimée. Tous les participants des deux côtés pourront adresser leurs questions. Et bon, d'autres temps également, vous allez pouvoir adresser vos questions à l'initiative africaine, donc toutes les questions qui viennent à l'esprit, nous avons particulièrement la liste de des dans le domaine recherché. Ça va être bien précis. Хотел бы напомнить, что мы работаем в интенсивном жанре. C'est le format intensif, le timing limité. Et on a le timing de déclat d'analyser pour limiter à 3 minutes selon vos interventions. Maintenant, c'est à Madame Dolorchenko et Alexandra que je passe la parole. Députée de l'Assemblée législative de la région de Krasnodar, qui va lui parler d'une fondation qui s'occupe des générations. C'est un film qui unit les peuples. C'est un film qui passe à travers la génération. Chers collègues, chers amis, je représente donc la fondation. Je suis la fondatrice de la fondation qui existe depuis 8 ans. C'est un écosystème en tant que tel qui a sa mission culturelle, sa mission éducative. C'est la génération, ce sont les anciens, les aïeux, c'est aussi les jeunes. Donc on essaie de réunir les générations. Nous avons une expérience de coopération avec les autorités et nous nous apprêtons à élargir la coopération dans les domaines comme le domaine économique. Et je peux vous dire que les liens économiques entre les pays, entre les continents puissent être mis en place et que ça soit efficace. Pour ça, il nous faut commencer par des échanges culturels, des échanges, des programmes de formation, et nous sommes prêts à véhiculer ces processus, nous sommes prêts à parrainer les étudiants qui viennent faire leurs études ici, nous sommes prêts à les encadrer et leur permettre de se familiariser avec la culture russe. Donc, pour qu'ils puissent transmettre les traditions, les normes de comportement, que l'intégration soit efficacement mise en place. Et peu importe le domaine que les spécialistes choisissent, tout ça, ça peut agir comme un facteur qui permet cette intégration. Tout d'abord, c'est la connaissance de la langue. La langue russe et aussi le fait de connaître la spécificité des régions. C'est ça qui aide à ne plus avoir cette barrière de la langue, cette barrière de culture. Ça rapproche et ces spécialistes peuvent par ensuite arriver à un niveau qui est suffisant pour accompagner tous les processus commerciaux et autres.
Donc notre activité, c'est assez global. Et dans ce contexte, nous sommes là pour faciliter les relations entre les représentants des domaines industriels et économiques. Alors, l'aide mutuelle et la compréhension mutuelle, nous sommes là pour desservir ces domaines et les traditions, la culture sur place, c'est ce que nous privilégions. La culture malienne aussi qui doit venir vers nous. Et nous nous chargeons de faire connaître cette culture d'entrée du Néo-Russe. Nous pensons que ça nous paraît très important aussi dans le développement des rapports commerciaux. Parfois, il y a des difficultés qui proposent, mais ça, c'est parce que les gens se perdent un peu quand ils arrivent sur place, ils ne comprennent pas comment c'est organisé. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Madame Gomerchiko, nous vous remercions de cette intervention très importante, la Fondation de qui réunit les générations. Moi, en tant que ressortissant de la région de Krasnodar, je peux vous dire que l'intégration des cultures africaines, d'une année à l'autre, ça augmente. Et ça ne peut que nous réjouir. Maintenant, je voudrais inviter Monsieur Ivanov, Oleg et Monsieur Yaroslav. Ce sont nos intervenants suivants qui Oleg Ivanov, directeur commercial de la salle d'Irakar. On va parler de des difficultés de technologie énergétique compliquant les pays africains et l'interaction de Russie. Bonjour à tous. On s'appelle Ivanov, pas Ivanov. C'est pas pour. Déjà écouté votre collègue d'Afrique. Il a dit que dans toutes des possibilités, il faut que nos partenaires africains, parce que les banques ont des restreintes très limitées, ils nous obligent à prouver que notre argent est notre argent, il est légal, il faut présenter une étude de ça fait les paiements internationaux. Pour ça, ajoute beaucoup de stress et ça pouvait perdre du temps et ça détériore le climat commercial entre les contingents. Nous l'avons vu maintes fois. Maintenant, vous connaissez que Turquie ses services pour la Russie et maintenant la Russie utilise sa propre plateforme de paiement. À cause de ça, les pouvoirs russes ont été obligés de lancer des initiatives pour légaliser les paiements transfrontaliers. Et à tout le monde, les banques qui confirment que les commissions sont très difficiles et qui perdent beaucoup d'argent à cause de ça. Et c'est pourquoi le président de la première banque russe a dit à Kaliningrad que la devise numérique doit faire avec les banques russes la même chose que l'Internet a fait avec la poste. Parce que si on se rappelle, pourquoi les envois postaliers passaient des semaines et des mois
connaissance, maintenant avec Internet, on peut faire en quelques instants. En Union européenne, il y a plus de 10 directives pour légaliser les paiements numériques ou un paiement légal. Ils ont adopté des lois contre les valeurs virtuelles qui légalisent ces paiements. Les pays de l'Union européenne, il y a 20 ans, on fait une déclaration commune pour l'utilisation des crypto-devises, des globales, pour contourner les sanctions économiques contre les pays BRICS. On a pris ça, c'est surtout actuel parce qu'il y a non seulement une grande quantité, des dizaines de millions ou des centaines de millions, qui n'ont pas de compte bancaire. Mais aujourd'hui, on utilise cette devise et il y a beaucoup d'autres pays qui utilisent cette devise numérique pour augmenter leur commerce. Les deux ont indiqué ici, parce qu'en 2015, j'ai été l'un des premiers à utiliser les paiements numériques, un paiement légal. Pour cela, j'ai développé des instruments variés et développé un système avec une pratique. C'est pourquoi j'ai créé une association avec beaucoup de personnes. On a fait la première exposition numérique, le premier festival numérique. J'ai l'utilisation de numérique que les gens se prononcent aujourd'hui. Je suis prêt à les aider à utiliser complètement ces paiements numériques, non seulement pour les transferts transfrontaliers, mais à l'intérieur aussi. La Biélorussie a été le premier république de FSCI qui a légalisé ces paiements. Ce qui a permis à moi et à mes collègues d'installer des banques en Estonie et à l'école du Biélorusse en échange de devises numériques. Maintenant, on avance en train de la Russie et les grands groupes russes ont déjà reçu les premières licences numériques et pour limiter des échanges c'est pourquoi la Russie, malgré son retard gisant, maintenant se rattrape effectivement. Et j'espère que sera les premiers à développer ce domaine dans nos relations. Merci de votre choix. Depuis qu'on propose le marché de la crypto-monnaie à travers les pays africains. Maintenant, je voudrais passer la parole à M. Yakubov, manager pour la coopération internationale de développement des projets somaliens. Je vous remercie, chers collègues. Merci beaucoup de montrer cette possibilité de participation à ce forum. Je pense que c'est un cas très important. Et avant de parler de mon organisation, je voudrais faire un petit. Oui, revenir un peu dans l'histoire, revenir dans le temps.
parle beaucoup du développement des relations entre les Russes, mais il ne faut pas oublier qu'avec le recul encore important de l'Union soviétique, c'était là. Il y avait cette coopération, il y avait une entreprise après beaucoup de spécialistes avaient fait leurs études ici en Union soviétique. Bon, là, on peut voir que, par exemple, à l'Université de l'Amitié des Peuples, du Mumbai, ça continue. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent faire leurs études ici. C'est bien que le nom de Patrice Lumumba a réapparu dans le nom de l'université. Et je voudrais m'adresser à mon collègue Nania et les inviter à développer cette coopération, parce qu'en ce moment, c'est à nous de faire face au néocolonialisme. Et j'ai beaucoup de respect à mon collègue Nania. Vous êtes vraiment très fort dans votre lutte contre la présence coloniale. Et bon, ici, on sait qu'il y a le problème de logistique qui s'impose. Et ça influe sur les prix des livraisons. Mais bon. Nous, alors je vais parler de l'entreprise que je représente. C'est une école d'experts du Centre russe d'exportation. Depuis 2022, nous sommes là pour aider aux importations critiques. Nous travaillons avec 2 banques. Bon, je suis un peu limitée dans les temps. Donc, ce qu'on fait, on cherche des partenaires russes. Nous avons 16 représentations un peu partout dans les régions de la Fédération de Russie, donc nous sommes capables de trouver des partenaires un peu partout sur le territoire de la Russie et permettre les échanges directs avec nos collègues maliens. Nous sommes là donc pour desservir les exportations. Il y a aussi des produits financiers qui vont boucher les échanges. Vous pouvez aussi me contacter directement. Vous allez voir sur le site pour avoir une idée plus concrète de notre activité. Il y a beaucoup d'entreprises russes qui commencent à sortir sur le marché africain, surtout après l'histoire des sanctions qui s'est imposée. C'est la livraison des matériaux de construction, les matériaux visibles. Et donc, je suis là pour vous appeler à nous contacter. Nous sommes là pour aider dans ces processus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Centre russe d'exportation, nous sommes là, bref, oui, pour le budget, sur les mesures de soutien des projets en russe belgique. Maintenant, je vais annoncer une question qui est le manager pour les ventes internationales de la société diagnostique. Je remercie, chers organisateurs, de m'avoir donné la possibilité de présenter ma société. Je voudrais qu'on lance la présentation parce qu'elle est en format visuel. Je remercie encore une fois vous voir tous à cette présentation. Je suis manager pour les ventes internationales.
international et je suis spécialisé en vente en Afrique. On produit le matériel contre-terroriste pour les solutions. Notre domaine est très sensible. C'est pourquoi les relations entre la Russie et le Mali, toutes les nuances se reflètent sur notre activité parce que notre activité est liée avec la sécurité. Produisons notre matériel depuis 10 ans. Notre production se trouve en dessous. On a notre laboratoire pour les recherches et nous importons notre matériel, nos systèmes de détection dans des dizaines de pays du monde. Avant de continuer avec notre expérience, je voudrais dénoncer et vous dire que ce n'est pas seulement la présentation de notre système, mais je veux poser aussi un problème qui est nos clients sont de très grandes sociétés du secteur pétrolier. Notre matériel a été utilisé au championnat du monde en Russie. On utilise aux aéroports, au métro, sous la marque P54, si vous l'avez vu, c'est notre production. En premier lieu, le matériel que nous avons fournissé, ce sont les grands complexes de surveillance pour, par exemple, réunir les véhicules. C'est utilisé par beaucoup de sociétés et douanes du monde entier. Ensuite, ce sont les systèmes d'inspection personnelle, portatifs, des bureaux, des infrastructures pour le tragaison. Beaucoup de systèmes utilisés par la police et les. Ensuite, ce sont les détecteurs des matières explosives. Vous voyez sur la présence, c'est utilisé pour détecter toutes les matières explosives militaires et commerciales. Il y a les détecteurs pour les métaux, mais ce n'est pas seulement pour les métaux, il faut détecter les armes en plastique. Et il y a encore beaucoup de fonctions qui peuvent être exercées dans le domaine. C'est un matériel polyvalent. On a aussi des systèmes de protection du périmètre contre les objets qui peuvent pénétrer sur un territoire protégé. Ça peut être les champs, les bateaux, sur un lac, des détruits. Vous pouvez parler de la protection contre les droits aussi. Comment nous pouvons aider vous avez une très grande frontière de 1000 km avec 7 pays. Surtout les problèmes sont concentrés en Europe. Je parle de la lutte terroriste. Tout ça pour les données. Avec cela, il y a un autre problème. En Afrique, le domaine de sécurité est contrôlé par les sociétés occidentales. Et leur présence est très sensible, surtout pour les pays qui essaient d'être indépendants envers eux. Là, on peut proposer des systèmes d'inspection, de surveillance, d'examen
installés sur les frontières, ils se distinguent du matériel occidental, ils sont plus fiables et plus évolutifs ayant un ils utilisent les technologies de Bézatron utilisées souvent pour la nourriture végétale. Ils supportent très bien les grandes chaleurs et aussi, ce qui est très intéressant pour les projets de protection du périmètre, on peut l'utiliser pour les séminaires, tous les sites de musique. Il peut détecter les gens, les matériels de transport, avec presque zéro de signaux erronés. C'est une technologie unique que nous possédons. On sera heureux de coopérer avec les sociétés étatiques, publiques, privées, diplomatiques, sociétés qui fournissent des matériels pour les organes d'État. On espère à la coopération et s'il y a intérêt, on sera heureux à répondre à toutes les questions. Merci beaucoup. Спасибо Сергею Турсунову за Merci beaucoup, Monsieur Tourcelin. компанию, которая может помочь в Une entreprise террористических мерах в африканских странах. qui est présente И dans le тоже domaine хотел напомнить, что des mesures de sécurité. Je voudrais rappeler aussi qu'il faut qu'on respecte tous les acteurs Madame Godette Jonathan, coordinatrice du programme Alain START, qui va présenter des programmes de formation. Madame Godette Jonathan, vous pouvez participer. Bonjour Daria. Попросила бы подключить презентацию. Chers collègues, chers participants, j'attends qu'on charge la présentation. Voilà, vous voyez, nous allons préparer ça en français. Merci. D'abord, je vais parler de l'entreprise assez bien. C'est en 2022 que l'organisation Alaska, dans la région a lancé des programmes de coopération avec le continent africain. Tout d'abord, c'est la question de l'insertion professionnelle des filles, les filles âgées de Все преимущества программ. C'était l'idée de formation et aussi la possibilité возможности для получения реального опыта работы и d'avoir une expérience pratique, une expérience de communication dans le milieu professionnel. если говорить C'est ce que nous voulons mettre en place. Parce que plus de 30% des étudiants в своей стране. africains qui quittent la Russie après avoir fait des études continuent dans le domaine d'études différentes. Alors, le facteur clé de développement des relations bénéfiques de l'Afrique et de la Russie, c'est l'installation professionnelle des jeunes spécialistes. Il y a aussi des contraintes
D'abord, c'est le manque de spécialistes. Et la consolidation de la politique et du marché du travail fait partie aussi des tâches importantes. Nous avons développé un système de développement de carrière. Те специалисты, которые вернутся в свои регионы после прохождения кадровой программы, смогут повлиять на... Ce système prévoit que des spécialistes, après avoir eu leur expérience ici, dans le pays de départ, à leur patrie, et pour partager cette expérience avec le pays respectif. Которые смогут иметь партнерские отношения с Россией. Также участие La mise en place des zones économiques, zones de développement plus ou moins étendues. международных региональных участников. Можно следующий слайд. L'élargissement des affaires par région. Все два года программы. Les jeunes spécialistes peuvent donc gagner des sommes assez importantes pour les jeunes s'ils intègrent ce programme. C'est entre 2 ans. C'est assez important de mise en place des usines partenaires, aussi bien pour la région. Il y a un autre axe, c'est la mise en place d'une infrastructure sociale qui comprend toutes les de travail nécessaires. В примере нашей программы участницам оплачивается перелет из страны пребывания в России. Les frais de voyage, les frais de formation, celles qui intègrent le programme. Tout ça leur permet de se sentir à l'aise et de passer les premiers mois d'adaptation confortablement. Donc ici, vous avez tous les contacts. Je vous remercie de votre attention. J'ai essayé d'être brève. Vous avez été ici, vous pouvez les poser. Pour ceux qui sont intervenus, De notre côté, nous avons terminé avec les interventions, les présentations, et ce qui est question de notre côté. Ok. Ok, donc, mesdames, messieurs, c'était là la première table ronde. Vous avez vu, c'est succédé M. Moulboumao Makalou et Honorable Ousseinou Ouattara qui ont présenté des communications sur la thématique l'augmentation des échanges commerciaux comme moteur de croissance de l'économie malienne. Et nous venons de voir avec Moscou également la présentation de cette entreprise. Donc ici, vous qui êtes dans la salle, alors l'information c'est de vous dire que sur la plateforme de la Chambre de commerce et d'industrie, mais aussi sur la plateforme ou les plateformes de perspective sahélienne, toutes les données, tous les contacts relatifs à toutes ces sociétés russes qui viennent de se présenter seront disponibles pour tout contact. Voilà, donc si vous qui avez suivi, vous avez à un moment donné noté des choses intéressantes,
que vous voudrez bien développer avec ces entreprises-là, alors sachez que les données seront disponibles une fois de plus sur les plateformes de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, mais aussi sur les plateformes de perspective sahélienne. Avec votre permission, nous allons passer à la table ronde 2 portant sur le thème le complexe agro-industriel malien et la coopération avec la Russie. Une présentation qui sera faite par M. Aboubakari Sissé, directeur national des petites et moyennes entreprises du Mali. M. Sissé, que je vous demande d'applaudir très chaleureusement, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Un instant. Ok, bonjour mesdames et messieurs, chers participants. Donc la thématique que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la coopération Mali-Russe, opportunités d'investissement et l'expérience malienne en matière de promotion des petites et moyennes entreprises. Donc la thématique va se présenter en 3 points. D'abord, la situation des PME au Mali. Et deuxième point, la politique de l'État en matière de développement des PME. Et troisième point, quelles sont les opportunités d'investissement entre les PME maliennes et les PME russes en matière de développement des PME. Donc, je dis souvent que parmi les plus grands défis post-indépendance figure le défi du développement économique, le défi du développement de la petite et moyenne entreprise. On a vécu dans notre pays une longue période où le système économique était organisé autour des grandes entreprises et des grandes entreprises détenues à l'époque par des colons. Le secteur formel, le secteur rural. Le secteur informel a occupé une place prépondérante, mais malheureusement, que nous n'avons pas su suffisamment encadrer pour le faire figurer dans le cadre formel. Et avec les différentes crises, la Covid-19, la crise sanitaire, et les sanctions économiques de la CEDEAO, sont venus mettre en exergue, n'est-ce pas, un projecteur nouveau sur cette catégorie d'entreprises qui sont les PME. Et ces crises appellent de notre part à changer de paradigme et à se pencher de manière plus rigoureuse sur cette catégorie d'entreprises. C'est pour cela que le gouvernement du Mali a pris à bras le corps cette question des PME. Maintenant, malgré les faibles moyens qui sont mis à disposition pour accompagner ces PME. Maintenant, quelle est la situation des PME au Mali? La situation des petites et moyennes entreprises au Mali est relativement complexe. Pourquoi? Parce que 99, de façon plus aiguë, 99,9% de nos entreprises sont constituées de petites et moyennes entreprises. Ça, c'est d'après le recensement général des unités économiques localisées effectué par l'Instat en 2022. Parmi ces PME, imaginez-vous bien, 96% sont des toutes petites entreprises. 0,86% sont des moyennes entreprises. Et par secteur d'activité, 18% évoluent dans le secteur secondaire, le secteur de la transformation. 68% évoluent dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire le secteur du commerce. C'est ce qui fait de notre pays une économie de comptoir. Parce que le secteur du commerce, comme j'ai dit, c'est des PME généralement qui sont des relais de consommation, qui ne produisent pas de la valeur ajoutée. Et à peine 1% évolue dans le secteur primaire, qui est le secteur de la production des matières premières. Voilà la situation économique, la présenter la situation des PME. Maintenant, une autre caractéristique qui rend plus complexe la situation des PME, c'est que 98% de nos entreprises évoluent dans le secteur informel. Le secteur informel à lui seul produit 62,5% de la valeur ajoutée, soit 55% de notre produit brut.
Donc la moitié de notre richesse est produite par ce secteur, à travers les PME bien sûr, et la moitié de l'emploi aussi est produit aussi par ces petites et moyennes entreprises. Maintenant, ces petites et moyennes entreprises ont encore des difficultés, parmi lesquelles l'accès aux sources de financement, l'accès à la commande publique, l'accès au marché. Quand je dis l'accès au marché, la commande publique n'est qu'un segment du marché. Parce qu'il y a le marché national, il y a le marché extérieur. Maintenant, quelle est la politique de l'État aujourd'hui malien en faveur de ces petites et moyennes entreprises? L'État malien a créé ce qu'on appelle la Direction nationale des petites et moyennes entreprises avec son programme d'accompagnement des petites et moyennes entreprises qu'on appelle PADPME, le programme d'appui au développement des petites et moyennes entreprises, avec des missions claires. La Direction nationale élabore les éléments de politique en matière de développement des PME, la stratégie nationale, tout ce qui est texte concourant au développement des PME. Et le programme exécute cette stratégie et cette politique. Maintenant, comme j'ai dit que les PME rencontrent des difficultés de financement, l'État a créé ce qu'on appelle le fonds de garantie du secteur privé, qu'il a doté pendant le Covid de 20 milliards de francs CFA pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Maintenant, le problème de financement, c'est quoi? Les PME ont des capitaux tellement faibles que les banques aussi ne peuvent pas prendre de risques plus que les PME elles-mêmes. Nous n'avons pas de banques dédiées aux PME. Nous n'avons pas de banques qui comprennent de la manière la plus pointue la situation des PME par opposition à nos banques classiques. C'est pourquoi c'est la bienvenue, la banque, comment on appelle, la banque de l'AS, la banque d'investissement de l'AS. J'espère qu'elle va prendre, n'est-ce pas, en compte cet aspect-là. Maintenant, quels sont les secteurs attractifs pour les PME russes et les PME maliennes? Un, le secteur de l'agriculture. Le secteur de l'agriculture dans notre pays, l'agriculture, ce n'est pas seulement un secteur d'activité, mais c'est le socle du développement. Lorsque vous parlez d'agriculture, vous parlez quoi? Vous parlez d'aménagement du territoire. Vous parlez de pistes de production. Si vous n'avez pas de pistes de production, vous n'avez pas de route pour écouler vos produits, qu'ils soient agricoles, de l'élevage ou de la pêche, vous trouverez une production enclavée. Ça, c'est clair et net. Donc, il y a vraiment des investissements à ce niveau-là pour nos partenaires russes. Maintenant aussi, le secteur horticole. Nous sommes aujourd'hui dans une dépendance totale, n'est-ce pas, au niveau de ce secteur-là, des fruits. On voit des fruits qui nous viennent du Maroc, qui nous viennent d'autres pays étrangers. Donc là aussi, il y a vraiment des investissements importants en collaboration avec les PME maliens. Le secteur de l'élevage. Et dans ce secteur horticole, je dis bien, il y a aujourd'hui un déficit d'infrastructures, de stockage et de conservation que nous rencontrons aujourd'hui. Là aussi, il y a une opportunité d'investissement. Nous avons le secteur de l'élevage. Le secteur de l'élevage, nous produisons beaucoup de lait. Mais ce secteur est inexploité. Il y a toute une chaîne de valeur autour de ce secteur-là. Donc il faut renforcer les moyens de ces chaînes de valeur-là. Il faut créer des mini-laiteries dans les zones pastorales pour conserver et pour pasteuriser le lait. Au niveau de la pêche, là aussi, il faut moderniser, n'est-ce pas, ce secteur-là. Il faut moderniser les équipements, n'est-ce pas, avec des pilotes adaptés à cette pêche. Il faut aussi, au niveau des pêcheurs, il faut les sécuriser avec des gilets, n'est-ce pas, avec des GPS. Donc, il y a toute une opportunité à saisir, n'est-ce pas, par nos partenaires russes au niveau de ce secteur-là. Voilà, mes chers compatriotes, de façon très succincte, ce que je peux dire sur ce thème-là. Merci. Merci beaucoup. C'était la communication de M. Wakari Cissé, directeur national des petites et moyennes entreprises. Donc, nous allons observer une petite pause de 5 minutes et nous revenons dans la salle pour la suite. Merci beaucoup.